Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous un arrêt de la Cour de cassation, le premier arrêt de la Cour de cassation qui statue en fait sur les clauses abusives euh, depuis la réforme en fait de 2016, cette réforme du droit des obligations. Et en fait, un des faits marquants de cette réforme de 2016, c'est qu'elle a inséré en fait dans le Code civil un article, l'article 1171. Et en fait, cet article 1171, il a transposé dans le Code civil ce que l'on connaissait en fait dans le Code de la consommation à propos des clauses abusives. Ce qui fait que, en fait, dorénavant, l'article 1171, comme il s'applique à toutes les obligations, à tous les contrats, eh bien, a priori, en fait, il va laisser pour lettre morte, entre guillemets, les dispositions du Code de la consommation. Donc, je voudrais reprendre tout ça avec vous et surtout analyser cet arrêt de la Cour de cassation qui nous fait trois précisions qui sont assez utiles pour comprendre, en fait, le mécanisme donc, de ces clauses abusives. Alors d'abord, reprenons peut-être cette articulation entre le Code civil et le Code de la consommation. Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans un premier temps. Elle nous dit, voilà, quand on regarde les travaux parlementaires avant la loi de 2018, en fait, on se rend compte que cet article 1171 du Code civil, il régit le droit commun des contrats, donc il s'applique normalement à tous les contrats, sauf à l'exception en fait de l'application de deux textes, l'article 442 du Code de commerce et l'article 212.1 du Code de la consommation. Donc allons voir ces articles. L'article 442.1 du code de commerce, en fait, dorénavant, il a plus beaucoup d'intérêt, puisqu'il parle juste du prix de vente minimal qui serait imposé par un contractant à l'autre. Donc, en fait, pour comprendre l'intérêt de ce texte, il faut remonter un peu dans le temps, et c'est ce que nous dit la Cour de cassation, il faut regarder ce texte avant 2019. Donc, si vous faites une comparaison sur Légifrance des textes, eh bien, vous allez voir la version antérieure. Et la version antérieure était effectivement beaucoup plus étoffée, ça c'est la version donc, qui n'existe plus, auquel la Cour de cassation se réfère, et qui permettait effectivement de sanctionner, d'engager la responsabilité en fait de celui qui avait imposé enfin du commerçant qui avait imposé à un autre commerçant d'obtenir un avantage abusif, d'avoir, alors je ne peux pas reprendre tout ici, mais d'avoir par exemple tenté de soumettre son co-contractant à des obligations qui créent un déséquilibre significatif, qui a rompu brutalement, voilà, la rupture brutale des relations commerciales établies, etc. Donc c'était un article en fait qui protégeait entre guillemets le commerçant faible par rapport au commerçant fort qui avait tenté d'obtenir des avantages indus vis-à-vis donc de son co-contractant. Donc dorénavant, ce texte, vous voyez, il est devenu un peu famélique, donc il nous intéresse moins. Et les clauses abusives, donc vous les trouvez donc dans le Code de la consommation, c'est l'article 212.1 du Code de la consommation qui définit en fait ce que constitue une clause abusive dans les contrats qui sont conclus entre les professionnels et les consommateurs. Et vous voyez, cette définition, c'est toutes les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations au contrat. Et à quel moment, comment on apprécie ce déséquilibre significatif? Eh bien, on se réfère donc à la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent cette conclusion, et euh, on peut éventuellement même puiser dans les contrats qui sont interdépendants. C'est-à-dire que parfois vous signez un contrat, mais on vous en fait signer un autre, et on appréciera donc le caractère abusif, le déséquilibre, au regard de tous ces contrats. Et dernière chose qui est importante et qu'on va retrouver d'ailleurs dans le Code civil, c'est que le caractère abusif d'une clause, eh bien en fait ça porte sur beaucoup d'éléments du contrat, sauf deux choses, sauf sur la définition de l'objet principal du contrat, et ça ne portera pas non plus sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez invoquer les clauses abusives quand vous faites l'achat d'une voiture pour plein de choses, vous voyez, sur la garantie qu'on vous a offerte pendant 2 ans pour la réparation, etc. Mais vous ne pourrez pas invoquer les clauses abusives sur la voiture que vous avez achetée. De la même manière, vous ne pourrez pas invoquer les clauses abusives pour dire le prix que j'ai payé, il est excessif.
l'objet principal et le prix, donc la rémunération, vous voyez, c'est de la négociation pure. On ne peut pas invoquer les clauses abusives pour ça, parce que quand vous rentrez dans un contrat, s'il y a quand même une seule chose à vérifier, il faut que vous soyez d'accord sur ce que vous achetez et le prix que vous payez. Si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, il ne fallait pas conclure le contrat. Il n'y a pas d'abus dans le sens où vous vous êtes engagé quand même pour quelque chose et vous saviez ce que vous faisiez. Sinon, c'est que, en gros, vous n'aviez pas votre consentement clair et éclairé. Donc ça, c'est ce que nous dit en fait le code de la consommation sur la définition même des clauses abusives. Et après, en fait, dans la partie décrétale du code de la consommation, vous avez en fait des clauses qui sont automatiquement abusives. Donc elles figurent à l'article R212.1. Vous voyez, il y a toute une liste de clauses que vous verrez là ici. Et après, il y a des clauses qui sont présumées abusives jusqu'à ce que le professionnel rapporte la preuve du contraire. Et donc là, vous avez toute une autre série de clauses, etc. Donc voilà comment en fait fonctionnent les clauses abusives dans le cadre du code de la consommation. Et le code de la consommation s'applique encore pour tous les contrats entre les professionnels et les consommateurs. Mais, comme je vous l'ai dit, donc on a dorénavant dans le code civil, j'étais encore dans le code civil, voilà, on a dorénavant donc cet article 1171 qui nous dit que, eh bien, dans tous les contrats d'adhésion, pas forcément ceux qui sont entre un professionnel et un consommateur, mais ça peut être entre deux professionnels, il faut qu'on soit dans un contrat d'adhésion. Et bien, dans un contrat d'adhésion, eh bien, dès lors qu'il y a un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, eh bien, en fait, ce déséquilibre, on va le réputer non écrit. C'est ça la sanction, en fait, on ne va pas déclarer nulle la clause, on la répute non écrit. Et on va voir que ça a une incidence par la suite. Et qu'est-ce qui nous... Et voyez que l'appréciation du déséquilibre, on nous dit juste après, cette appréciation, en fait, elle ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Donc là aussi, dans le cadre du code civil, on n'admet pas qu'on puisse invoquer le caractère abusif d'une clause lorsque ça porte sur ce sur quoi on s'est engagé principalement. D'accord ? Donc les clauses abusives, ça porte sur des éléments périphériques, si vous voulez, du contrat, mais pas sur l'objet et le prix. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut invoquer donc le caractère abusif d'une clause? Il faut qu'on soit dans un contrat d'adhésion. Alors en 2016, on avait juste mentionné ça, et en 2018, c'est pour ça que le texte a été modifié, on a rajouté ces deux paragraphes. Alors, dorénavant, en fait, c'est pas le contrat en lui-même qui est dans son intégralité un contrat d'adhésion. On va pouvoir, en fait, invoquer les clauses abusives uniquement pour les clauses qui n'ont pas été négociées, qui sont non négociables et qui ont été déterminées à l'avance par l'une des parties. Et c'est ça, en fait, la notion de contrat d'adhésion, et c'est ça qu'on retrouve dans le code de la consommation, c'est lorsque, en fait, un des co-contractants n'a même pas le choix de déterminer le contenu du contrat. Il doit dire oui, et là c'est exactement ça. Là on vous dit on pourra invoquer le caractère abusif d'une clause pour tout ce qui est non négociable, parce qu'en gros le co-contractant ne vous met pas en mesure en fait de discuter le contenu de ces clauses là. Donc voyons comment la Cour de cassation nous vérifie l'application, en fait, le champ d'application de cet article 1171 du Code civil, et elle nous dit, voilà, dans la loi de 2018, donc, on appliquait 1171 à tous les contrats entre les professionnels, à l'exception des dispositions particulières, donc, du Code de commerce, qui, dorénavant, n'a quasiment plus aucune portée, et à l'exception de la législation sur les clauses abusives dans le code de la consommation. Donc vous avez compris cette articulation, et en dessous la Cour de cassation en déduit que bien là, en l'occurrence, on peut parfaitement invoquer l'article 1171 dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, d'accord ? La location financière, c'est l'autre terme juridique pour dire le crédit-bail, et donc on peut parfaitement invoquer cet article-là pour solliciter que certaines clauses qui créent un déséquilibre significatif soient réputées non écrites. Donc ça c'est le premier apport de l'arrêt. Deuxième apport de l'arrêt qu'on retrouve ici. Donc là, la Cour de cassation nous rappelle donc le régime du contrat d'adhésion. Donc on peut réputer non écrite toute clause qui crée un déséquilibre significatif. Ce déséquilibre ne peut pas porter sur l'objet principal ni sur l'adéquation du prix. Et là, en l'occurrence, la Cour d'appel nous dit que dans le contrat de crédit-bail, il y avait une faculté de résiliation qui avait été réservée en fait
au banquier, en fait, à celui qui prêtait l'argent dans le cadre de ce contrat de crédit bail. Et la cour d'appel dit, voilà, il y a un déséquilibre significatif. Pourquoi? Parce que cette clause résolutoire, elle ne peut être invoquée que par le banquier et pas par le preneur, le crédit preneur. Et la Cour de cassation censure ce raisonnement en disant non, le déséquilibre, c'est pas simplement le fait de reconnaître une faculté à un des co-contractants et ne pas la reconnaître à l'autre des co-contractants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce défaut de réciprocité, en fait, il n'était pas... il avait aucun sens au sens où seul le crédit bailleur, donc seul le banquier, en fait, avait intérêt à invoquer cette clause résolutoire. Le crédit preneur, celui qui louait, entre guillemets, eh bien, en fait, il devait juste rembourser l'argent et il n'avait aucun intérêt à demander la résiliation de ce contrat de crédit bail. Donc, en fait, le déséquilibre, ça n'est pas simplement de reconnaître qu'il y a un des co-contractants qui dispose d'une faculté dont l'autre est privé. Il faut aussi regarder le contrat en lui-même, comment il fonctionne, quels sont les intérêts des deux co-contractants qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et c'est à l'aune, en fait, de leurs intérêts respectifs que l'on peut caractériser ou non un déséquilibre. Donc le déséquilibre, il n'est pas, vous voyez, apprécié de manière abstraite, au regard des seules facultés respectives et réciproques des parties, mais au regard de leurs intérêts concrets à travers le contrat. D'accord ? Donc ça, c'est un apport assez intéressant de comprendre que le déséquilibre, comment on comprend en fait le déséquilibre significatif. Donc ça, c'était le deuxième apport de l'arrêt. Et le troisième apport de l'arrêt, c'est sur l'étendue de la sanction. En fait, pour annuler la clause 12 du contrat, en fait, la Cour d'appel, elle s'était fondée sur le déséquilibre qui apparaissait dans le paragraphe B. Et comme il y avait un déséquilibre dans le paragraphe B, la Cour d'appel, elle a dit eh ben, j'annule tout l'article 12. Et l'article 12, c'est l'article 12A et l'article 12B. Et la Cour de cassation lui dit non, 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 non. Effectivement, il y a éventuellement un déséquilibre dans l'article 12b, mais ça ne justifie pas de réputer non écrit la clause qui est prévue dans l'article 12a. Alors ça vous paraît hyper technique a priori, mais vous allez voir en fait que ça, c'est une illustration d'une autre règle que l'on trouve dans le Code civil, que je vais vous expliquer à présent, et qu'on retrouve en fait dans une autre section donc, du droit des obligations du Code civil, qui a trait aux nullités. Et c'est cet article 1184 qui vous dit quoi là? Il vous dit la cause de nullité. Elle n'emporte la nullité du contrat tout entier que si ça porte sur un élément qui était déterminant de l'engagement des parties ou de l'une des parties. Donc en fait, on ne va annuler un contrat tout entier à partir d'une clause que si cette clause, en fait, elle était déterminante, elle était essentielle. En revanche, si on peut, et ça c'est une des nouveautés en fait de la réforme du droit des obligations, si on ne peut annuler qu'une seule clause, alors dans ces cas-là, vous voyez, le juge va, en annulant que cette clause, il va juste gommer cette clause et il va maintenir le contrat par ailleurs. Et c'est exactement ce que nous dit encore plus précisément le deuxième alinéa, le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. Donc vous voyez bien que quand une clause est abusive, quand elle crée ce fameux déséquilibre significatif, on nous dit, article 1171 du Code civil ou article 212.1 du Code de la consommation, on nous dit que la clause abusive, elle est réputée non écrite. Et bien quand on a réputé une clause non écrite, on garde le reste du contrat parce que le reste du contrat fait encore sens. Alors évidemment, si on était sur une clause et ça fait encore plus sens parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les clauses qui peuvent être abusives ne portent pas sur l'objet ou la contrepartie de l'objet. Donc vous voyez bien que, comme c'est des clauses qui sont à la périphérie du contrat, par définition, eh bien on peut parfaitement annuler et réputer non écrite une de ces clauses sans toucher au reste. C'est ça qui explique pourquoi les clauses réputées non écrites, en fait, elles sont strictement limitées à la clause elle-même. Et là, la Cour de cassation nous dit bien, vous voyez, le juge doit faire très attention à ce qu'il répute non écrit, et il ne réputera non écrit que là où il parvient à identifier un déséquilibre. Ce déséquilibre, on le gomme du contrat, mais on ne va pas toucher au reste. Et on sera très précis dans ce qu'on va gommer, entre guillemets, du contrat en raison du déséquilibre qui est créé. Donc vous voyez que c'est un arrêt qui est très important parce qu'il nous précise en fait le champ d'application de l'article 1171 du Code civil,
qui s'applique à tous les commerçants, mais qui ne s'applique pas aux consommateurs. Cela étant, bon, le consommateur, il a dans le code de la consommation des règles qui sont absolument identiques au code civil, à tel point qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement abroger les règles du code de la conso pour se concentrer juste sur les règles du code civil qui suffiraient à tout le monde, voyez. Donc ça, c'est la première chose, l'articulation des deux et le champ d'application de l'article 1171 du code civil. Et ensuite, après, son mécanisme à lui, d'accord, qu'est-ce qui crée un déséquilibre significatif? C'est pas simplement de reconnaître exactement la même chose aux deux co-contractants, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et quand on arrive à identifier ce déséquilibre, eh bien, on limite la sanction à supprimer ce déséquilibre, mais pas à toucher tout le reste du contrat, et justement à faire une sorte d'annulation en cascade, ou de réputer les non écrites des choses en cascade, ce qui reviendrait à bouleverser en fait toute l'économie du contrat. Je vous remercie, j'espère que ceci vous a intéressé. Je pense que c'est une règle, enfin c'est un arrêt qui est très important, puisque ça peut jouer dans beaucoup de cas, et que ça pourra vous être utile par la suite. À bientôt.